La Cour de justice de l'Union européenne vient de désavouer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. C'est une nouvelle folle, puisque Ursula von der Leyen avait négocié les contrats des vaccins Pfizer directement par SMS avec le président du laboratoire américain Albert Bourla, ce qui était une première dans l'histoire de l'Union européenne pour un contrat aussi gros. Pour ceux qui découvrent l'affaire, pour comprendre si vous et vos proches, par exemple, avaient été vaccinés, sachez que les doses qui avaient été administrées l'avaient été, elles étaient en France notamment et dans plein de pays de l'Union européenne, puisque ça avait été négocié de cette manière-là. Et Ursula von der Leyen avait affirmé ne plus avoir les documents. Donc, il se pose la question de destruction de documents officiels. On rappelle qu'en 2021, Pfizer avait fait un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars pendant que d'autres personnes ne pouvaient plus avoir de droits sous le pass sanitaire. Bon voilà, on ne va pas mélanger les sujets, mais c'était une période folle. Et aujourd'hui, 5 ans après, bon, on a même BFM Télé qui écrit maintenant pour parler de cela. On va parler de cette affaire, de ces révélations, de cette décision de la Cour de justice européenne qui est tombée ce mercredi 14 mai 2025 avec notre invité du jour, Charles-Maxence Layé, attaché parlementaire de Michel Rivasi, député parlementaire, figure engagée du monde politique et qui s'était battue pour obtenir les contrats. D'ailleurs, on sait que certaines personnes qui ont intenté des plaintes, comme Frédéric Baldan contre Ursula von der Leyen, disposent des contrats, mais elles ne les révèlent pas encore, puisqu'ils attendent de voir les évolutions juridiques des procédures. Charles-Maxence Layé est aussi journaliste chez Nexus. C'est un ponte pour comprendre le monde pour comprendre le monde qui nous entoure. Bonjour Charles-Maxence, et que penses-tu de cette décision de justice? Salut Romain, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors oui, comme tu le disais, j'ai pu travailler pendant une dizaine d'années auprès de Michel Rivasi à Bruxelles, jusqu'à son décès. Et nous étions en particulier 2 personnes dans l'équipe à suivre les questions santé publique, argent public. Ok, moi, j'étais plutôt sur l'aspect santé-environnement. Et ma collègue Tamar Gougoula-Juili était plutôt sur les questions contrôle budgétaire et donc contrôle parlementaire sur l'utilisation de l'argent public. C'est dans ce contexte-là que la manière dont les contrats d'achat de vaccins, d'achat anticipé des vaccins et payés, on pourrait dire rubis sur l'ongle, en tout cas à des tarifs très avantageux pour le cours de la bourse et la valorisation boursière de Pfizer, avait été négocié. Et de mémoire, dès septembre 2020, Michel Rivasi, enfin dès juillet 2020, Michel Rivasi avait demandé la transparence sur les contrats. Et dès septembre 2020, quand il y avait eu la première audition des industries pharma qui étaient impliquées dans le développement des prototypes de vaccins ARN modifiés, des vaccins génétiquement modifiés, des vaccins OGM, et ben, la question de la transparence des contrats avait été portée par Michel durant l'audition et reprise par d'autres députés, d'autres bords politiques. Et il y avait déjà comme ça un noyau dur de députés transpartisans qui exigeaient une saine transparence et qui demandaient à voir les contrats. À ce propos, le représentant de Sanofi avait dit qu'à ses yeux, il n'y avait aucun problème pour rendre publics ces contrats, et ces contrats n'ont jamais été rendus publics, y compris par Sanofi. Donc tout ça est documenté, tout ça a été filmé et disponible sur les archives vidéo de cette audition qui s'est déroulée en public et qui avait été enregistrée au sein du Parlement européen. Alors la décision de hier, c'est vrai que moi j'ai fait un texte là-dessus un peu coup de gueule, juste histoire de remettre les choses en perspective à ce propos. C'est une très très bonne nouvelle. C'est vrai que c'est un peu un gros camouflet pour Ursula von der Leyen, pour la Commission, au sens où ça fait donc plus de 2 ans que la Commission se tait, que Ursula tourne le regard et tourne la tête quand un micro se tend vers elle pour lui poser des questions par rapport à ces textos, ces fameux SMS, parce que le problème de ces textos et de ces SMS, c'est premièrement que c'est des documents qui existent, du moins en tout cas, c'est ce que Albert Bourla a déclaré lui-même en avril 2021 dans un article qui est paru dans le New York Times, c'est ça qui lance l'affaire, puisque suite aux déclarations d'Albert Bourla qui dit la discussion était très très fluide, on a négocié, on a échangé des textos avec la présidente de la commission et on a réussi à s'entendre comme ça. Le problème, c'est que ce qu'il décrit
ben, ça court-circuite le process de la négociation tel qu'il avait été fixé par les institutions européennes, où il y avait un groupe de négociateurs qui avait été nommé, la moitié d'entre eux étant des hauts fonctionnaires européens et l'autre moitié étant des experts nationaux. C'était un groupe d'une grosse quinzaine de personnes en gros, et qui avait déjà fait l'objet de beaucoup de négociations et de bras de fer en coulisses pour que les capitales européennes choisissent quels étaient les experts qui étaient à bord. Et en plus, bien sûr, cette liste d'experts était secrète, elle était confidentielle, parce qu'il fallait éviter, disait-on, les pressions et le fait de menaces ou d'influence qu'il peut y avoir sur ces personnes. Donc, évidemment, cette liste, Michel Rivasi et d'autres députés s'étaient battus pour la rendre publique, et on avait vu qu'il y avait à peu près la moitié d'entre eux qui avaient des liens très très forts avec le milieu pharma, soit parce qu'ils en venaient, soit parce qu'ils travaillaient avec eux au quotidien. Et donc, déjà, il y avait un souci, ce qui va être vu par certains comme un souci d'indépendance est mis en avant par d'autres comme une expertise et une connaissance du secteur et du milieu industriel. Donc, normalement, on avait une équipe de négociateurs qui était mandatée par les institutions européennes pour assurer la négociation. Et donc, si Ursula von der Leyen échange des textos pour discuter un peu en amont des tarifs, des conditions, des modalités d'achat, ça veut dire qu'elle court-circuite ceux qui ont été mandatés pour faire ce boulot. Et donc, non seulement elle est court-circuite, mais surtout, elle est d'un abus de pouvoir puisqu'elle occupe une fonction, elle outrepasse les fonctions qu'elle est censée avoir. Donc, et après, ça pose encore d'autres questions qui peut être ce que contiennent ces textos en tant que tels. Est-ce que ça contient autre chose que des espèces de discussions sur le tarif des vaccins? Et là, ça ouvre la suspicion sur peut-être des liens. Des rétrocommissions, sur des intérêts financiers qui peuvent être associés à ces échanges, puisque le Heiko van der Leyen, le mari de la présidente Ursula von der Leyen, est un médecin, a travaillé dans des entreprises de biotech, et à l'époque, entre 2019 et 2021, il évolue dans des entreprises qui s'appellent Orogenesis ou Orgogenesis, où il y a plusieurs filiales en Europe, il y en a en Grèce, il y en a en Belgique, et donc en tout cas, Heiko trempe dans une entreprise un petit peu, comment dire, qui semble être une entreprise de façade, qui fabrique de la matière première qui interviendrait dans la production des nouveaux vaccins génétiques. Est-ce que ces matières premières, ces substances ont fait partie des vaccins Covid et ont fait partie des fournisseurs ou des sous-traitants de Pfizer? Peut-être, ça on ne le sait pas à ce jour, mais en revanche, il y a tout un montage financier un peu bizarre autour de Heiko von der Leyen via cette start-up biotech, que là aussi Michel Rivasi et nous, les assistants, avons travaillé dessus pour le dénoncer. Il y a eu notamment une tribune ou un article qui a été publié sur le site de Mediapart dans le blog de Michel Rivasi, qui rappelle tous les indices et toutes à la fois les confirmations et à la fois les dénégations de la part de la Commission européenne quant au rôle un peu trouble, ou en tout cas on pourrait dire, de trafic d'influence qu'il peut y avoir autour de Heiko von der Leyen, le mari de Ursula. Donc, il y a des soupçons qui existent comme ça, qui sont un peu gravissimes d'un certain côté, et puis donc, on a ces textos, pour revenir à l'histoire des textos. Alors, rétrocommission, c'est pour rappel, c'est justement on vous fait des cadeaux, on vous fait des passe-droits quand on est au pouvoir, et derrière, vous allez peut-être travailler dans l'entreprise privée de la personne à qui vous aviez fait un cadeau politique avant. Donc ça, voilà, c'est du pantouflage pur et simple. Oui, c'est pas exactement ça, mais c'est le même. De toute façon, c'est la même idée. C'est le fait que il y a un c'est quoi pour avantage, toi, alors? il y a un pourcentage ou un intéressement financier par rapport aux contrats publics qui vont être versés, quoi. Voilà. Oui, oui, mais c'est des cadeaux, on fait des cadeaux politiques et ensuite c'est des cadeaux, on retrouve les mêmes dans d'autres entreprises C'est des derrière. magouilles autour des marchés publics. C'est pour ça que tout ça rentre dans les commissions, dans ce qu'on va appeler la corruption, ou dans ce qu'on va appeler justement la lutte contre la corruption. D'où l'importance de la transparence et d'où l'importance aussi de respecter les étapes et les procédures. Et là, manifestement, Ursula ne l'a pas respecté. C'est ce que dit Albert Bourla, hein. Encore une fois, on n'est pas sur des propos complotistes. On est sur Albert Bourla qui déclare ça dans une interview qu'il donne pour un article qui va être publié par le New York Times. Suite à cela, on a donc des journalistes qui sortent en avril 2021. Suite à cela, on a donc des journalistes européens, allemands, luxembourgeois, néerlandais,
qui font des demandes d'accès aux documents à la Commission européenne et ces demandes leur sont refusées. C'est-à-dire qu'on leur dit non, non, vous n'y avez pas accès. Donc là, évidemment, on peut faire appel. Donc les personnes réitèrent les demandes d'accès aux documents, puisque l'accès aux documents, la transparence, est censé être un des piliers politiques des valeurs démocratiques de l'Union européenne. Donc, il y a tout un ensemble de procédures qui visent à garantir l'accès aux documents, ou en tout cas à permettre l'accès aux documents. Il y a notamment une espèce de site web en ligne où on fait ces requêtes automatiquement et qui permet aussi de consulter toutes les requêtes qui ont pu être faites et aussi les réponses qui ont pu être apportées. Donc, on a le site s'appelle Ask EU. Voilà, on pourra mettre le lien dans la capsule à la suite. Et donc, ce journaliste, il s'appelle Alexander Fanta, il fait la demande et il s'entête à faire les demandes. Et là, la commission continue à répondre que non, 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 il ne peut pas y avoir accès. En plus, c'est des documents qui n'ont pas été enregistrés et donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, Alexander Fanta n'admet pas ce type de réponse institutionnelle et donc il saisit la médiatrice européenne. Et donc là, on est dans une temporalité qui est à ce moment-là octobre 2021. Et donc la médiatrice européenne est saisie, elle donne un premier avis préliminaire, je passe les étapes, et puis un deuxième avis définitif et qui conclut avec son équipe de juristes. La médiatrice européenne, elle, son boulot, sa fonction, c'est de vérifier si la réglementation européenne, la législation, a été bien appliquée et elle est vraiment donc dans la défense des droits fondamentaux des citoyens. Et donc, par rapport à la demande de Fanta qui grimpe en quelque sorte dans les hiérarchies des recours par rapport à la décision abusive de la Commission, Alexander, la médiatrice conclut qu'il y a eu maladministration, c'est-à-dire que la Commission européenne a trop appliqué la réglementation en vigueur, ou en tout cas qu'il y a une mauvaise interprétation des textes, et d'où le fait que sa réponse est infondée à la lumière du droit européen et à la lumière de la demande. Et là, on est en juin 2022. Et puis une dernière très très grosse étape, la Cour des comptes européenne en septembre 2022. Là aussi, vous pouvez retrouver sur le compte Twitter de Michel Rivasi, de mémoire, c'était le 13 septembre ou le 12 septembre. Non, c'est ça, c'était le 13 septembre 2022, un communiqué de presse sur ce propos. Donc, on a la Cour des comptes européenne qui livre un rapport sur, on va dire, les conditions d'achat, les préachats des différents vaccins qui ont été payés par l'Union européenne en lien avec les États membres. Il faut bien avoir en tête que c'est les États membres qui abondaient au budget européen pour acheter les doses de vaccins à prix d'or à Pfizer. Et donc c'est l'argent public européen qui a servi aux dividendes et au chiffre d'affaires de Pfizer et aux dividendes qui ont été reversés aux actionnaires de Pfizer. N'oublions jamais ces paramètres-là. Donc, donc c'est en septembre 2022 qu'on a donc la Cour des comptes européenne qui livre son rapport et qui raconte les documents qui existent. Elle a fait des demandes d'accès aux documents, elle a demandé les documents préliminaires aux négociations commerciales pour les différents types de contrats d'achat anticipés que la Commission européenne a pu passer avec plusieurs fabricants, puisqu'il y avait plusieurs fabricants, il y avait AstraZeneca, il y avait Sanofi, il y avait Pfizer, il y avait Moderna, il y avait aussi CureVac. CureVac et Sanofi avaient jeté l'éponge et il faut avoir en tête que c'est les sommes qui avaient été versées pour amorcer comme des arts, comme des avances qui avaient été versées par la Commission européenne pour financer le développement de vaccins innovants de toute urgence. Ces sommes, les entreprises n'avaient pas c'était des sommes qui étaient données, il n'y avait aucune obligation, elles n'allaient pas être remboursées. Même si les entreprises échouaient, il n'y avait pas de remboursement sur les centaines de millions d'euros qui avaient pu être donnés à ces entreprises dans le cadre du préachat. Pas le montant global de l'achat, mais dans cette avance qui était versée dans le cadre de ce processus de contrat de préachat. Donc, il y a une petite phrase écrite toute petite quelque part dans le rapport de la Cour des comptes, c'est que concernant le fameux contrat Pfizer, le contrat le plus important en termes de volume, puisque ça a porté sur 1,9 milliard de doses, c'était d'un montant
d'une valeur de 35 milliards d'euros. Ce gros contrat, ce plus gros contrat jamais passé en termes de marché public à l'échelle européenne, c'est aussi ça, hein, le contexte et l'histoire. Eh bien, en fait, bizarrement, la Commission européenne n'avait pas pu fournir de documents préliminaires par rapport à la négociation commerciale. Elle avait pu le faire pour tous les autres contrats, mais pour celui-là, il n'y en avait pas. Et surtout, quand la Cour des comptes avait demandé à avoir accès aux documents, la Commission avait répondu que il n'y en avait pas, quoi, qu'elle ne pouvait pas en fournir. Et ça, c'est la première fois de toute l'histoire de la Cour des comptes qu'il y a eu, parce que ça a pris la forme d'un refus en fait, hein, que c'est la première fois de l'histoire de la Cour des comptes, de tous les rapports qu'ils ont pu faire sur tous les dossiers qu'ils avaient pu faire, qu'il y avait un refus de la part de la Commission européenne de fournir un document qui était demandé par la Cour des comptes. Ce qui fait que l'affaire est montée en haut lieu, au plus haut niveau de la Cour des comptes. Ils ont failli aller en justice. Ils n'y sont pas allés pour des questions politiques, on pourra y revenir un petit peu après. Et donc, on est dans ce constat-là le 13 septembre 2022, que la Cour des comptes épingle l'opacité des négociations du plus gros contrat d'achat de vaccins en Europe. La Cour des comptes européenne donc, a identifié un problème. Pour autant, elle a pas poussé jusqu'au bout la démarche qui était d'aller en justice parce qu'elle avait peur, parce qu'en tout cas, l'argument off qui a été connu et su et partagé en interne, c'était que le dommage politique ou le dégât politique que ça allait faire sur Ursula, il fallait absolument l'éviter. À un moment donné, les institutions européennes, en gros, se protègent les unes les autres, et donc la Cour des comptes n'est pas allée jusqu'au bout de la démarche et n'est pas allée en justice, laissant le soin à d'autres de le faire. Et donc là, ce jugement-là qui a été rendu hier, c'est suite à une plainte qui a été déposée par le New York Times, de mémoire, c'était courant 2022. Et puis, on a d'autres plaignants qui ont fait d'autres affaires à côté et qui ont essayé de se greffer à cette affaire, qui sont aussi à la recherche des textos de Ursula. Et donc, ce jugement d'hier, c'est une première parce qu'en fait, ça vient acter, premièrement, ça vient dire que ce que pouvait dire la médiatrice européenne, ce que pouvait même dire le journaliste Alexander Fanta, était justifié. C'est-à-dire que oui, la Commission doit fournir ces documents. Maintenant, on est dans un cas un peu de figure particulier qui est est-ce que ces documents existent? Est-ce que ces documents ont été effacés? Est-ce que ces documents ont été effacés il y a longtemps? Ou est-ce que ces documents ont été détruits, c'est-à-dire ces enregistrements de textos et de SMS? C'est l'histoire, c'est le cours de la vie dans les 4 dernières années qui a fait que ces documents ont disparu. Bon, moi, je tiens à rassurer tout le monde là-dessus. À mes yeux, en tant que journaliste d'investigation, si le New York Times a dit ce qu'ils ont dit en avril 2021, c'est que les textos, ils les ont vus. C'est que la conviction journalistique, la rédaction, la direction de la rédaction ont vu ces textos. Ça veut donc dire que, à la louche, hein, ce n'est pas des textos qui ont fuité du côté de Ursula, c'est plutôt des textos qui ont dû fuiter du côté des États-Unis. Mais en tout cas, c'est évident que ces textos, ils existent, du moins des copies de ces textos, ils existent. Et donc, en tout cas, là, la décision de la Cour de justice européenne confirme que ceux qui veulent les voir ou ceux qui demandent à les voir ont raison de demander à les voir et la Commission a le devoir de leur présenter. Du coup, on a fait une bonne présentation là-dessus. Quelles sont les suites juridiques? Justement, tu viens de rappeler pour ces plaintes. Aujourd'hui, quelle pourrait être la suite de ces décisions? Selon mes informations, on me dit que là, détruire des documents publics, ça arriverait au pénal. Et donc, la justice pénale européenne ou belge ne peut plus omettre cette décision de ce mercredi 14 mai et donc pourrait récupérer ça. On sait que justement, Frédéric Baldan, par exemple, et les autres personnes qui portaient ces plaintes dont tu as parlé, demandaient à ce que la justice belge puisse s'emparer du dossier de ces SMS-là, qui ont été, puisque ces SMS, ces négociations de SMS, c'est sur le territoire belge, et donc l'Union européenne, la Commission européenne dit non, non, ça relève de la justice européenne, mais les plaignants essaient de faire ça sur le territoire belge, et donc la justice belge. Et une autre information qu'on puisse avoir, c'est on dit que du coup, si elle ne donne pas les textos alors que ça tombe du pénal, elle tomberait sous le coup d'une infraction belge. Donc ça rejoint un petit peu le même propos. Elle serait prise entre les deux feux. Et donc du coup, la commission pourrait faire appel, sur mes informations, de la décision du New York Times. Donc c'est très intéressant. On est face à peut-être un carrefour et on va suivre de très près les éléments. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'en pense plutôt que du bien et je vais préciser peut-être deux, trois choses.
pour moi, en fait, il y a trois choses différentes à avoir en tête. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? La première chose, c'est du côté de la comment dire, qu'est-ce que le jugement impose à la Commission européenne ou comment la Commission européenne peut se situer par rapport à un jugement. Donc tout d'abord, le jugement va acter le fait que elle annule la décision de refus de fournir les textos et elle demande à la Commission de présenter des explications crédibles permettant de comprendre pourquoi les documents sont introuvables. Et donc, et après, à côté de ça, on a le fait que c'est la Commission qui va payer les frais de justice du New York Times par rapport à ce dossier, et la Commission a 2 mois pour éventuellement faire appel de cette décision. Ça, c'est la situation, on va dire, basique dans le cadre de ce procès, de cette décision, de ce jugement. Moi, je mettrais la question sur un autre plan. Qu'est-ce que risque la Commission si elle n'obéit pas? Qu'est-ce que risque la Commission? C'est-à-dire qu'on est dans la question 1, est-ce que le jugement peut être appliqué? Et si la Commission européenne ne fournit pas les textos ou en tout cas continue à balbutier dans les explications qu'elle fournit, quelles sont les sanctions, quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est des sanctions financières? Est-ce que, par exemple, la Commission est soumise à une astreinte de fournir les textos dans un temps donné, de 2 mois, de 6 mois, de 6 semaines? Est-ce que, ou pas? Et si la Commission ne les fournit pas dans 2 mois ou dans 6 mois, est-ce qu'il y a des sanctions sur la Commission? Si oui, lesquelles? Est-ce qu'elles sont pécuniaires ou est-ce qu'on a peut-être une inéligibilité qui vient frapper Ursula von der Leyen au nom de ce scandale, au nom de ce jugement? Et ensuite, derrière, il y a en quoi ce jugement peut venir soutenir et accompagner d'autres plaintes en justice, d'autres affaires et donc d'autres jugements complémentaires qui vont arriver dans les prochains mois, quoi. Et notamment, bien sûr, ce qui se passe du côté des tribunaux belges avec l'affaire Baldan contre Ursula. Et puis aussi comment dire, les espèces j'oserais dire trafic d'influence, les discussions qui se passent en coulisses et qui sont portés ou incarnés par le procureur européen. Le procureur européen qui est une organisation, hein, qui est une institution européenne et qui cherche aussi ou qui tente ou qui cherche à s'emparer de l'affaire des textos. Pour Frédéric Baldan, la volonté du procureur européen de s'en mêler, c'est une façon de contrer l'indépendance de la justice belge et c'est une façon d'affaiblir le dossier en reprenant le pouvoir parce que l'adage étant tu ne mords pas la main qui te nourrit, donc la procureure européenne étant nommée par la Commission européenne, ben, elle peut avoir des intérêts à ne pas à protéger la Commission européenne, comme on a bien vu qu'à un moment donné, dans la Cour des comptes européenne, la Cour des comptes européenne n'est pas allée en justice pour protéger la Commission européenne. Et là, on rentre sur une autre chose essentielle à avoir en tête en ce qui concerne le fonctionnement des institutions européennes, c'est les groupes politiques. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on va nous parler de la séparation des pouvoirs, on va nous parler des institutions européennes, donc les 3 principales institutions sont la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen. Le Parlement européen, qui est élu à la proportionnelle, c'est la voix des citoyens européens. On va dire qu'il a un peu de pouvoir, pas beaucoup, mais un peu, mais en tout cas, dans les pouvoirs qui sont vraiment les siens, il a le fait de superviser, de contrôler l'action de la Commission. Donc, à partir du moment où la Commission ne joue pas le jeu de fournir les données, la Commission se met en faute. À partir du moment où la Commission argue ou en tout cas développe des argumentaires pour dire que sur tel dossier, le Covid, l'achat des armes pour soutenir l'Ukraine, ce sont des sujets urgents qui doivent se dérouler selon des procédures urgentes et ces procédures urgentes doivent se dérouler en court-circuitant le regard du Parlement européen. Ça déséquilibre le jeu démocratique et ça déséquilibre les forces en présence à l'échelle européenne. Ça retire au Parlement européen, où le Parlement européen lui-même, en votant en faveur d'une procédure d'urgence, va se priver du pouvoir du débat démocratique ou du regard du Parlement sur le dossier. Et donc, en gros, on est sur des dossiers ou des affaires, y compris financières à très haut niveau. Hein. De mémoire, le ReArm Europe, l'initiative pour réarmer l'Union européenne qui avance
plus ou moins, parce que c'est pas si simple que ça. C'est un budget envisagé par la Commission européenne à 800 milliards d'euros. Et on est, en gros, les chiffres continuent à grimper vers le firmament, mais on est en termes de manière de fonctionner, c'est pareil qu'avec l'histoire du Covid. Nous sommes en situation d'urgence et donc, vous, le Parlement, vous restez de côté. Ça se joue en direct entre la Commission et le Conseil, c'est-à-dire les États membres, et le Parlement européen, à part taper à la porte pour demander l'autorisation de venir s'asseoir à la table, sinon il est exclu des discussions. Donc, on est vraiment sur ces situations-là en termes en termes de dérive démocratique et de dérive autocratique. Ça, c'est des points super importants. Charles-Maxence Laillé, merci d'avoir pris le temps de nous donner ces faits et qui nous permettent bien de nous éclairer là-dessus. On rappellera, on en a parlé hors micro tout à l'heure, Émilie O'Reilly, la médiatrice de l'Union européenne, qui dans un podcast il y a quelques mois de cela avait décrit le fonctionnement de la Commission européenne comme quasi mafieuse. Et c'est là où on en est aujourd'hui et c'est extrêmement grave où elle dit que n'avoir même pas eu accès en plus d'une dizaine d'activités près de la Commission européenne, n'avait jamais pu rencontrer Ursula von der Leyen. C'est un cercle très fermé. Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose, Avec Romain, à plaisir. notre discussion? Je te remercie. Donc oui, effectivement, Émilie O'Reilly, c'est elle qui a été la médiatrice européenne pendant quasiment 10 ans au sein des instances européennes. Et donc, ce qu'elle a déclaré dans ce podcast qui a été diffusé sur Politico, c'est-à-dire un média tout à fait mainstream, pourrait-on dire, ou un média tout à fait fréquentable dans le cadre des bulles. C'est un média leader en termes de presse politique européenne. Et donc, elle a qualifié les conseillers de Ursula de consiglieri, quoi, c'est-à-dire de conseillers à l'italienne, d'où cette idée de culture quasi mafieuse. Et elle donnait un autre détail, c'est qu'elle-même, en 10 ans d'activité, elle n'a pas rencontré Ursula von der Leyen une seule fois. C'est-à-dire que Ursula von der Leyen n'a pas daigné une seule fois rencontrer la médiatrice européenne, qui est donc, on pourrait dire, la gardienne de l'application des textes européens, de l'application correcte, de la bonne application des textes européens. Donc ça en dit long sur la mentalité de Ursula, quelque part en tout cas. Et puis ensuite, un point clé, c'est ce paramètre que je voulais souligner auparavant, qui agit en sourdine derrière une prétendue séparation des pouvoirs ou une prétendue séparation des institutions européennes, parce que sur le papier, effectivement, ça paraît clair, ça paraît simple, mais en fait, dans les faits, on a une histoire de groupe politique. Et donc, en fait, quand on vote pour le PPE, quand on vote pour Renaissance, quand on vote pour les Verts, quand on vote pour l'extrême gauche ou quand on vote pour l'extrême droite, en fait, ça veut dire qu'au sein du Parlement européen, par exemple, aujourd'hui, le PPE, c'est-à-dire qui regroupe LR en ce qui concerne la France, et puis des partis équivalents au LR, donc d'une certaine droite conservatrice, démocrate chrétienne, au sein des différents pays européens, c'est 188 députés. Le groupe des Verts européens, c'est une cinquantaine de députés. Parmi ces Verts européens, on a donc les 5 ou 6 Verts français qui font partie du groupe des Verts européens. Et donc, en fait, ce qui passe à la trappe pour l'instant d'un point de vue sociologie politique, alors que c'est déterminant dans ce qui se passe en coulisses et c'est même déterminant dans la façon dont les institutions européennes se protègent les unes les autres, c'est parce qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui est une Maltaise, elle est du PPE. Ursula von der Leyen, elle est du PPE. Le président de la Cour des comptes européenne, à l'époque où il a été décidé à très haut niveau de ne pas aller en justice, alors que manifestement la Commission européenne crée un précédent dans sa façon de ne pas reconnaître le pouvoir d'investigation de la Cour des comptes européenne, le pouvoir de contrôle, le pouvoir de contrôle sur la dépense des finances publiques, eh bien, c'était un Allemand et il était PPE. Et Ursula, elle est allemande et du PPE. Vous voyez, donc en fait, avec des personnes du même groupe politique qui vont être à des postes clés de direction d'instances européennes, ça permet la commission spéciale sur le Covid, où Michel Rivasi était vice-présidente durant le précédent mandat du Parlement européen, avait demandé à rencontrer Ursula, avait demandé à 2 reprises d'auditionner Albert Bourla, le président de Pfizer, le boss de Pfizer. Pfizer a décliné à 2 reprises de venir au Parlement européen. On a voulu, ça a été voté à la majorité au sein de la commission Covid que Pfizer, on leur retire leur badge d'accès au Parlement européen.
qui est une mesure, on va dire, plutôt symbolique. C'est une mesure concrète, mais symbolique, puisque les lobbyistes de Pfizer, on peut les rencontrer hors du Parlement. Donc voilà, en tout cas, on leur retirait leur badge. Et cette sanction, qui est quand même une sanction qui est gentille, quelque part, hein, elle a déjà eu lieu par le passé. Notamment les lobbyistes de Monsanto, on leur avait retiré leur badge. Donc, quand la commission Covid vote cette proposition que les Verts et Michel Rivasi avaient poussée, on a deux groupes politiques qui votent contre, le PPE et Renaissance. Renaissance, en anglais, au sein du Parlement européen, on appelle ça Renew, et c'est donc le centre, c'est le parti d'Emmanuel Macron pour la France, quoi, en gros. Hein. Et donc, on a Renew et le PPE qui votent contre, mais en fait, ils sont en minorité, et donc, tous les autres groupes politiques, Verts, socialistes, extrême gauche, extrême droite, votent en faveur de cette mesure, et donc ça passe au cran du dessus, ça passe dans ce qu'on appelle la conférence des présidents, où on a notamment les présidents de groupes politiques qui discutent ensemble. Et c'est à ce stade-là, à l'échelle de la conférence des présidents, et donc avec la présidente du Parlement européen qui est PPE, que la décision a été bloquée et que ça n'a pas été appliqué. Alors que ça avait déjà été appliqué 5 ans auparavant par rapport au Monsanto. Donc c'est vous dire comment la peur du dégât d'image et le fait de déranger un petit peu Ursula et de lui donner tort est très très présente au sein des réseaux PPE, quelles que soient les institutions européennes en présence. Charles-Maxence Laillet, on a fait un tour assez complet pour ce premier épisode et on sera ravis de voir la suite. Là, on ne saura que va nous dire l'avenir de ces procédures européennes qui sont très floues pour les gens parce qu'on ne parlait jamais vraiment de justice européenne dans le passé. Mais là, c'est une affaire rocambolesque. Il faut garder un bon œil dessus. Et voilà, on espère obtenir finalement ces documents. Il y a tellement de questions encore aujourd'hui. Il y a aussi des enquêtes qui sont demandées. De toute façon, il faut aller en justice. Et même si on risque de perdre, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise et il est possible qu'on gagne. Et donc, voilà, donc aller en justice, c'est y aller avec l'espoir, ça peut être le fol espoir, hein, mais en tout cas l'espoir raisonné, l'espoir résolu que l'on puisse gagner. Et la preuve, c'est que là, cette décision de justice, hein, qui encore une fois n'est que dans la continuité des observations de la Cour des comptes européenne et aussi dans l'avis juridique qu'avait émis la médiatrice européenne, cette décision de justice, jusqu'au bout, effectivement, on a eu peur que les pressions politiques en coulisses fassent que la Cour de justice européenne écarte finalement les arguments pointant l'abus de pouvoir de la part de la Commission et les erreurs commises par Ursula. Heureusement, ce n'est pas le cas. Et ça remet des très, très gros jetons dans la machine, y compris du côté du New York Times, pour que les textos apparaissent. Et ça va être assez sanglant lorsque les textos sont là. Et comme je vous l'ai dit, hein, si le New York Times les a eus en off et ce qui leur a donné la conviction et le courage de glisser ce type d'informations dans leur article, c'est que d'autres ont la copie, les images de ces textos. Et donc, en gros, ce que contiennent ces textos de façon non officielle et en coulisses, c'est un secret de polichinelle. Maintenant, ce qui compte, c'est d'avoir un cadre légal pour pouvoir les montrer et de façon à ce que des sanctions puissent être prises, car il est évident que ce que contiennent ces textos ne sera pas sans conséquence. Surtout quand c'est sur des affaires de corruption aussi graves. Merci encore, Charles-Maxence. N'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux, puisque c'est important que les gens... Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de l'affaire, je le vois quand j'en parle autour de moi. Donc voilà, partagez, faites circuler l'information. Nexus est en kiosque et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez commander Nexus sur nexus.fr. À bientôt, Charles-Maxence Laillet. Merci pour ce résumé. À bientôt.